La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Ils sont devenus un enjeu majeur pour les communes de France. Enquête cette semaine dans votre émission Tout compte fait sur les labels villages, ces trophées qui valent de l'or et pour lesquels, vous allez le voir, les municipalités sont prêtes à tout. Village fleuri, village préféré des Français, plus beau village de France, il en existe un certain nombre. Alors que valent vraiment ces labels? Que valent ces appellations? Sont-elles toujours méritées? Quelle implication aussi pour les habitants des communes en question? Sommaire. À l'entrée des villages, ces labels s'affichent en grand format. On en compte plus d'une trentaine, souvent méconnus. Et pourtant, ces villages labellisés attiraient 40% de touristes en plus. Alors comment sont décernés ces précieux sésames? Quelles en sont les contreparties pour les habitants et les maires? Enquête dans les coulisses d'un business qui fait rêver les communes. Et puis Airbnb à la conquête de nos campagnes. Le nombre d'annonces a explosé en milieu rural depuis 5 ans. Des aides sont même proposées, vous le verrez, aux agriculteurs pour attirer les touristes du monde entier. Alors que cache cette nouvelle stratégie d'Airbnb? Les propriétaires y trouvent-ils toujours leur compte? Et est-ce un si bon plan pour les clients? Et pour commencer, on s'intéresse donc à ces trophées en or pour les villages. Oui, en or, car je le disais, ces labels sont devenus pour les villages des enjeux majeurs, des enjeux capitaux pour attirer les touristes, pour attirer les vacanciers, parfois du bout du monde. Alors comment sont décernés ces précieux sésames? Sont-ils, comme l'affirment les guides touristiques, un gage de charme et d'authenticité? C'est une enquête signée Aurélie Simon. C'est une escapade hors des sentiers battus que Vanessa et Pierre ont choisi de s'offrir. Capitale européenne, la Thaïlande, tout ça, on a décidé de laisser un peu tomber. Fuir les destinations à l'autre bout du monde, le tourisme de masse, privilégier notre terroir, le temps d'un week-end. Ce couple n'a pas hésité une seconde. Il a fait la route depuis Lyon pour visiter plusieurs villages du sud-est, mais pas n'importe lesquels. Des villages exceptionnels sur le papier, répertoriés dans leur guide. Ça a l'air vraiment sympa, il y a une rivière, donc ça commence bien. Éguez, dans le Gard. Pour dénicher ce village, c'est une véritable chasse au trésor. Quelques indices parsemés ici et là. Ah, voilà. Donc on est là, poum. Beau village de France. Ah, c'est à gauche, hein. Et impossible de manquer ce panneau clinquant. La commune est officiellement classée parmi les plus beaux villages de France. Un joyau médiéval de 220 habitants, perché sur une falaise. Une pépite pour Pierre et Vanessa. Non mais c'est très joli, regarde, t'as vu derrière avec les platanes, ça fonctionne bien. Je vais peut-être faire une petite photo. Hop. On va prendre une photo aussi de l'église. Ok. Ah, c'est vraiment très beau. Oh, et le petit café, comme c'est joli, t'as vu ça? Ah oui. Si ce trentenaire prend des photos, c'est aussi pour alimenter une page Facebook, spécialement créée pour ce périple. Car il s'agit bien d'un périple. Cette chercheuse et ce designer se sont fixés un défi insolite. Depuis 3 ans, ils visitent sur leur temps libre les 158 villages labellisés, plus beaux villages de France. Éguez est leur 38e visite. À chaque fois, ils commentent et notent l'étape du jour. Jusqu'à présent, la jeune femme d'origine italienne n'a jamais été déçue. C'est quand même les plus beaux de France, donc ça a l'air d'être une garantie. Après, c'est aussi, les villages ils sont bien répandus sur les territoires. Donc ça nous donne vraiment l'occasion de visiter plein de régions, de départements différents. Après, disons, notre démarche visait aussi à vérifier si vraiment les plus beaux villages de France étaient si beaux que ça. Mais pour l'instant, on dirait que oui, ça va. C'est un bon label. Un village labellisé serait donc la promesse d'en prendre plein les yeux. C'est en tout cas ce que pensent de plus en plus de touristes. Un peu partout sur le territoire, les labels touristiques ont fleuri à l'entrée des communes. Certains sont surprenants, comme ce dernier, qui regroupe des communes au nom burlesque, telles Arnac-la-Poste ou encore Bouzillé. D'autres nous sont familiers, comme Station Verte, synonyme de village écolo, ou village étape,
pour l'accueil irréprochable au niveau de l'hôtellerie, de la restauration. Et puis il y a les incontournables, comme les plus beaux villages de France ou encore les petites cités de caractère. 2 mastodontes qui misent sur le patrimoine. Des marques créées dans les années 80 pour donner un second souffle à nos campagnes et aujourd'hui très prisées, car ces labels seraient un gage de qualité. Une commune récompensée attirerait en effet 40% de touristes en plus. Résultat, certains maires s'engagent dans une course frénétique pour en décrocher le maximum. Mais un label en vaut-il la chandelle ? Nous sommes partis sur les routes de France pour savoir ce qu'ils cachent et comment ces labels sont attribués. Nous nous sommes aussi demandé si ces précieux sésames payants sont une bonne opération pour les communes. À Ayguez, village labellisé, nous retrouvons notre jeune couple lyonnais. Après avoir arpenté les rues pendant 2 heures, Vanessa et Pierre ont décidé de s'attabler dans un restaurant sur la place principale. Qu'est-ce qu'il dirait, toi? Ce déjeuner sera leur seule dépense de la journée. Comme budget, ça dépend beaucoup de ce qu'on trouve après, mais ça peut être quelque chose de simple, disons 20 € par personne max, ça suffit. Après, si ça arrive qu'on tombe sur un super resto, on peut dépasser un petit peu, disons. Soit 40 € au total pour le couple. Il a investi aussi 17 € pour ce guide édité par le label et réactualisé tous les ans. Donc attends, je vais trouver une bonne page. Ça vous donne des infos, une petite histoire, des conseils, découvrir où dormir aussi. Après, bon, les guides, évidemment, c'est pas nécessaire non plus, mais c'est vrai que c'est très pratique parce que sinon, on est tout le temps recherché sur Internet. Être inscrit dans ce fameux guide serait une garantie pour booster l'économie locale. Depuis sa labellisation en 2005, le village paie une cotisation annuelle de 660 €. Un certain coût pour Ayguez, mais la commune a vu sa fréquentation touristique bondir de 30%. Une hausse significative qui réjouit Sébastien, le propriétaire du restaurant. Nous, on a vu l'évolution, on a commencé tout petit et puis il a fallu qu'on s'adapte parce que la fréquentation du village était tellement importante qu'il a fallu qu'on se réorganise. Ça nous a demandé quelques petits aménagements, mais oui, aujourd'hui on est capable de répondre à la demande. Nous, on a 13 salariés quand même, donc on peut dire qu'on est une petite entreprise dans un village, dans un tout petit village. Donc oui, effectivement, on a grandi. Grâce au label, ce commerçant a même embauché 10 salariés. Et par ricochet, cet aimant à touristes fait gagner de l'argent à la mairie. Avec cette hausse de la fréquentation, il a fallu construire un parking. Ici, à Ayguez, le stationnement est payant. Il rapporte 16 000 € par an. Ah, c'est bien les Côtes-du-Rhône, ouais. Comme Pierre et Vanessa, 350 000 touristes visitent chaque année ce village labellisé du Gard. Mais pourquoi tant de communes ne jurent que par ces labels ? Qui se cache derrière ces marques? C'est à Rennes, dans une aile de ce bâtiment, que se trouve le siège de l'un des poids lourds du secteur, qui fleure bon le patrimoine, les petites cités de caractère. Ce label règne sur tout le territoire avec ses villages récompensés. Une fierté pour sa présidente, Françoise Gattel. Alors voilà, donc on en a vraiment sur toute la France, puisqu'on est parti de la Bretagne, et puis on est en Nouvelle-Aquitaine, on est en Rhône-Alpes, on est en Champagne-Ardenne. Donc on est aussi dans le Cantal, dans l'Orne, donc vraiment on essaime sur toute la France. Au total, 170 communes estampillées par l'association, créée en 1977. À l'origine, un élu local breton, Jean-Bernard Vighetti, en cravate rouge sur la photo. Ce passionné d'histoire veut mettre en valeur le patrimoine des petites communes rurales pour les désenclaver. 42 ans plus tard, c'est un succès. Le label a 15 salariés et surtout plus de 400 bénévoles en France, comme Françoise Gattel. Son chiffre d'affaires vient des cotisations des communes labellisées. Il représente 200 000 €, ce qui couvre juste ses frais de fonctionnement. Mais pour autant, il arrive à peser énormément sur la fréquentation touristique.
On a dans l'Orne des offices du tourisme qui ont vu leur fréquentation augmenter de 30 à 40%. Si nous sommes 170 aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée et que vous initiez, vous développez ou vous fixez une économie touristique. C'est donc pour cela que les communes se battent pour être adoubées par l'association. Mais avant, il va falloir passer sur le grill et recevoir la visite d'inspecteurs, parfois très tatillons. Parmi eux, Pierre Poisson, bénévole depuis 6 ans pour les petites cités de caractère. Nous sommes cette fois à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne. Ce vieux routier des inspections fait l'objet de toutes les attentions de la part de ses élus municipaux. Et comme à son habitude, l'amoureux des belles pierres est là pour passer au crible tout le village. Cette commune de 3900 habitants a déposé un dossier pour devenir une petite cité de caractère. Mais si elle veut décrocher un label patrimonial pour la première fois de son histoire, elle va devoir être en conformité avec un certain nombre de critères. 30 au total, comme par exemple avoir moins de 6000 habitants, mais aussi posséder des monuments historiques, détenir un patrimoine architectural homogène ou encore avoir un programme de mise en valeur du village. Ces critères, Pierre Poisson entend bien qu'ils soient respectés à la lettre. Là, c'est moins heureux, ça sent le PVC à plein nez. Et pendant sa visite, il va souffler le chaud et le froid. Une belle façade, qui a été bien retravaillée. Alors les volets, on est mal. On est mal parce qu'on a des volets roulants en PVC. C'est vraiment pas ce qu'on préconise dans une petite cité de caractère. Pour autant, on ne va pas aller voir les braves gens en leur disant « vos volets sont moches, on n'en veut plus, vous les dégagez ». Par contre, à l'avenir, on va essayer d'éviter que ça ne se reproduise. Voilà, il y a un petit détail, c'est vraiment un tout petit détail, c'est les plaques de rue, avec les vieilles plaques en émaillé qui sont assez sympas, qui ont été conservées. Durant 1h30, il va mettre la pression aux membres du conseil municipal. Pierre Poisson scrute les moindres recoins, rien ne lui échappe. Bon, les ferronneries, on va regarder aussi les façades, comment c'est travaillé, etc. Alors il y a un truc, c'est les fils électriques qui courent sur les façades. Ça peut être aussi un des chantiers plus tard ou un objectif à atteindre pour plus tard pour les faire disparaître des façades. Mais ici, à Mortagne-au-Perche, on a quelques atouts qui vont plaire à l'inspecteur. Et il y a un éclairage là. La nuit. Même une petite cité de caractère la nuit, ça peut être un joli spot et une bonne idée de visite. Et déjà, au moins c'est fait. Vous n'aurez pas ça à faire alors qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas. C'est bien intégré dans le sol, enfin c'est sympa quoi. Et ce sont des LED. Des LED, en plus c'est économique. Économique. Parfait. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ces élus ont anticipé les choses. Ils ont investi dans cet éclairage responsable, qui le soir fait son petit effet. En fin de journée à la mairie, c'est l'heure du dernier briefing avec l'équipe municipale au grand complet. Vous avez un peu la pression ou pas? La pression, oui, mais je pense que nous avons déjà un dossier qui n'est pas ficelé, bien évidemment, mais qui est bien avancé, réellement. Et de toute façon, nous serons homologués. J'espère bien. Avant de crier victoire, ces élus devront néanmoins attendre le passage d'une seconde inspection. Pierre Poisson sera cette fois accompagné de 12 autres bénévoles. Et c'est à ce moment-là que le village sera fixé sur son sort. S'il obtient le fameux label, il devra ensuite payer 860 € de cotisation par an. Ces labels sont un coût pour les municipalités, mais plus étonnant, les habitants également doivent parfois mettre la main à la poche. À 600 km de là, Salers. Ce joyau du Cantal fait partie des plus beaux villages de France, l'autre label qui règne en maître avec ses 158 villages labellisés qui, cette fois, doivent faire moins de 2000 habitants. Salers, 330 âmes et une cotisation de 1000 € par an pour ce fameux label. Mais il attire 300 000 touristes entre avril et octobre. Il faut dire qu'ici, tout est parfaitement harmonieux. Des façades en pierre souvent identiques et des volets rouges ou blancs, un décor de carte postale. Mais pour en arriver là, les Sagraniers doivent obéir à certaines règles en matière d'urbanisme. Et parfois, ce n'est pas si simple.
Philippe Lacoste est boucher depuis 45 ans à Salers. Moi, je suis la 3e génération et j'ai un fils derrière qui sera la 4e génération. Au fil du temps, il a bien fallu entretenir son commerce, notamment l'extérieur, pour attirer les clients et surtout respecter l'authenticité du village. Mais Philippe Lacoste n'a pas pu faire ce qu'il voulait, comme avec ce lifting, réalisé il y a 6 ans. Alors ici, vous avez le local commercial qui est la boucherie-charcuterie. Et à côté, la maison qui a été restaurée pour faire un appartement et un local commercial saisonnier. Village labellisé, Salers est aussi un site classé. Les habitants sont donc obligés de faire appel aux architectes des bâtiments de France, des spécialistes pointilleux quant au choix des matériaux à utiliser. Ils nous ont dit de préparer des échantillons, donc il a été fait plusieurs échantillons qui restent encore là un petit peu. On voit plusieurs fois avec plusieurs échantillons, donc de grattés avec des gravillons, sans gravillons, pour essayer de retrouver un crépi un peu rustique, quoi. Donc je pense que là, vous voyez, alors après on est parti sur du plus lisse avec des gravillons, ça avec pas beaucoup, là un petit peu plus fin. Il y a plusieurs essais qui ont été faits, il y en a 8 en tout qui ont été faits pour essayer de trouver le bon compromis. Ça a duré sur 2 mois, mais bon, ça a été fait finalement. De quoi perdre patience? D'autant plus que ce boucher a dû faire appel uniquement à des artisans agréés par l'organisme public. Un vrai casse-tête et un coût supplémentaire. Au départ, déjà, il faut trouver un maçon qui ait un compromis, qui connaisse bien un petit peu le travail de ces genres d'enduits. Bon, je pense que peut-être ça a un apport entre 20 et 25% de plus que ce qui serait un enduit normal, quoi, si on faisait un enduit et un crépi normal. À l'arrivée, ce boucher a payé 400 € de plus qu'un ravalement classique, réalisé par un artisan non agréé. Mais au final, il s'y retrouve quand même. Son commerce marche bien grâce aux nombreux touristes de passage. Face à toutes ces dépenses et aux exigences des labels, certaines communes ont du mal à suivre et parfois sont mises hors jeu. À 100 km de là, dans le Puy-de-Dôme, le village médiéval de Saint-Floret, 270 habitants. Il a été l'un des premiers à être labellisé plus beau village de France en 1983. Une fierté. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. Fin 2015, Maggie Lagarde, la maire, reçoit un courrier peu réjouissant. Après plusieurs mises en garde, les plus beaux villages de France décident de prendre une décision radicale. Au cours de sa réunion tenue les 25 et 26 septembre 2015, la commission de qualité a pris la décision de déclassement de Saint-Floret parmi les plus beaux villages de France. Les très nombreux handicaps encore perceptibles au sein du bourg ne peuvent se corriger en quelques années. Et je peux vous dire qu'on avait vraiment la colère et la rage quand on a vu ça, alors qu'on avait fait vraiment de gros efforts avec la municipalité pour travailler, pour justement essayer de garder ce label. Maggie Lagarde n'a rien pu faire contre ce déclassement. Et aujourd'hui, elle ne comprend toujours pas cette décision. Ici, tout aurait été fait pour embellir les lieux. Comme la réfection de ces pavés. Coût des travaux, environ 200 000 €. Alors voilà pourquoi on a perdu notre label des plus beaux villages, c'est que ces pavés ont été posés en arc de cercle, alors qu'il aurait fallu qu'on les pose, au dire des experts, droits comme ils sont mis sur les côtés, là voilà, tout à fait droit, au lieu de faire des arcs de cercle comme ça a été fait, parce que c'est trop esthétique. À la sortie du bourg, les plus beaux villages de France auraient également mis le doigt sur un autre problème. C'est cette maison, donc une maison qui pour eux est trop moderne par rapport à notre village, alors que cette maison a respecté toutes les consignes qui ont été données par les bâtiments de France. Mais bon, quand on veut trouver des excuses pour enlever un label, eh ben, en voilà un de plus, quoi. Face à tous ces griefs, nous avons contacté Pascal Bernard, l'inspecteur des plus beaux villages de France. Si Saint-Floret a perdu son label, c'est selon lui pour d'autres raisons que celles évoquées par Maggie Lagarde. On ne déclasse pas un village pour quelques pavés qui sont soi-disant un peu sophistiqués. On ne déclasse pas un village parce qu'il y a une maison ou même un groupe de maisons qui ne vont pas, ce serait grave. Non, on déclasse un village parce que le village est insuffisamment mis en valeur, malheureusement parce que des règles n'ont pas été respectées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque village est l'ambassadeur de tous les autres. Donc quand on va dans un village, il faut qu'un visiteur il en ressorte avec l'envie d'aller voir les 157 autres. À Saint-Floret, Maggie Lagarde a déposé un recours auprès du label, qui n'a pas abouti. Mais cette mère n'en ferait-elle pas une affaire personnelle?
Durant notre rencontre, elle aurait oublié d'évoquer certains points qui changent tout. Tous les 6 ans, chaque village fait l'objet d'une expertise rigoureuse. Lors d'une visite en 2015, celle qui a conduit au déclassement, l'inspecteur a constaté le point suivant. De très nombreuses façades du bourg historique de Saint-Floret souffrent d'interventions inappropriées. Et effectivement, certaines d'entre elles laisseraient à désirer. Mise sur la touche pour ces raisons notamment, Madame la maire a dû trouver des solutions pour ne pas perdre ses touristes. Elle a par exemple investi près de 1 000 € dans des prospectus. Objectif, que Saint-Floret ne tombe pas dans l'anonymat. Malgré ces contraintes, les villages français misent sur ces labels pour être fréquentés. Et certains n'hésitent pas à les multiplier. Notre voyage au pays des labels s'achève au cœur des Vosges, à Plombières-les-Bains. À l'entrée de la commune, ce n'est pas un, mais plusieurs labels qui accueillent les visiteurs. Une surenchère pour attirer le maximum de touristes d'horizons différents, pour rebooster l'économie du village, en Berne. Début mars, en mairie, un petit dernier est inauguré en grande pompe. C'est encore un grand jour, effectivement. Oui. Un moment qu'Albert Henry, le maire, attendait avec impatience. Sa commune vient d'obtenir le label Petite Cité de Caractère. Objectif, séduire les amoureux du patrimoine. Eh ben allez, on y va. Voilà. Bravo, bravo et merci à tous. Merci à tous d'être là. Je suis ému et ça me fait plaisir. Ce panneau est le résultat de 2 ans d'aménagement et d'inspection. Et il espère en tirer profit dès cet été. Le nombre de villages classés Petite Cité de Caractère a augmenté de 10% en 2018. L'ensemble des communes labellisées est en hausse sur tout le territoire.